la première mission spatiale de Thomas Pesquet qui s'appelait Proxima. En fait, c'est toi qui écrivais les instructions et pour qui bosse dans l'espace. Donc pour rentrer dans le spatial finalement, là c'était très cher, il fallait être le meilleur du meilleur. Elon Musk, on aime, on n'aime pas, je pense pas que ça soit le sujet aujourd'hui. Mais néanmoins, tout le monde connaît maintenant les fusées, SpaceX. C'est quoi les projets les plus fous pour toi aujourd'hui ? C'est sûr et certain qu'on va polluer tout autant l'espace que l'on pollue la Terre. Le problème, mais qui paye ? C'est-à-dire qui paye pour qu'on nettoie, entre guillemets, l'espace ? On n'est pas en train d'arriver dans un bottleneck de capacité et puis finalement chaque effort pour Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Planète Ingé. Aujourd'hui, je reçois Lucie Campagnolo. Bonjour Lucie, comment vas-tu ? Bonjour, très bien, et toi ? Ça va, je te remercie. Lucie, tu es la CEO de Space Founder. Explique-nous ce que c'est déjà pour te présenter et puis on expliquera un petit peu plus aussi ton parcours très brièvement au début d'émission. D'accord. Donc Space Founders France, c'est une filiale de l'Agence spatiale française, donc du CNES, filiale qui a été créée en 2021. Et nous faisons deux activités. La première, c'est la création et la mise en place de programmes d'accompagnement pour les startups du spatial européen. Donc même si c'était une initiative française au début, on s'est mis en consortium avec tout un tas d'autres agences spatiales nationales, notamment nos collègues allemands, nos collègues italiens, dans le but d'avoir de l'accompagnement consolidé de tous les nouveaux capitaines d'industrie du New Space en Europe. Deuxième activité de Space Founder, on fait aussi de l'investissement pour le compte du CNES, uniquement dans les entreprises françaises pour le coup. Et l'idée, c'est certaines entreprises, notamment qu'on détecte dans les programmes d'accélération, qui ont des projets vraiment innovants que l'on veut soutenir en tant qu'agence spatiale française, on rentre directement au capital. D'accord, ok. Ça va, ça se passe bien la coopération avec tous ces pays européens ? Ça se passe bien. C'est vrai qu'il y a des sujets qui sont un petit peu plus sensibles que d'autres, mais nous, on est vraiment sur de l'opérationnel. C'est-à-dire qu'entre les équipes, on a une équipe intégrée, donc quelques personnes en France, quelques personnes en Allemagne, à Munich, et on va avoir des nouvelles personnes qui seront en Italie. Ça se passe plutôt bien sur le terrain, et ce que l'on voit, c'est qu'il y a vraiment une volonté pour les startups européennes de connaître leurs pairs dans les autres écosystèmes d'innovation, de travailler ensemble et de pouvoir mener des projets plus ambitieux qui vont chercher des compétences un peu partout en Europe. On a des boîtes en Slovaquie, en Estonie, en Suède. C'est vraiment l'idée d'avoir de la coopération technologique européenne. Est-ce que c'est pas un peu ça qui fait la force de l'Europe, justement, d'avoir cette capacité d'aller chercher les compétences et les talents, les innovations un petit peu partout sur le continent ? Alors moi j'en suis convaincue, sinon je ne serais pas à Space Founder. Évidemment, la ligne est très fine des fois entre collaboration et compétition. On a vraiment une volonté d'avoir des offres compétitives sur la scène mondiale en Europe. Pour ça, moi, je suis personnellement convaincue qu'il faut passer par des projets interpays dans le continent européen et qu'en étant seule la France, seule l'Allemagne, sur certains sujets, on n'arrivera pas en fait à avoir notre place sur la scène internationale. Bien évidemment, il y a des politiques nationales très très fortes, notamment on le sait sur la question des lanceurs, donc des fusées en ce moment. Et nous, on essaye de jongler avec tout ça, de trouver les domaines d'innovation où ça fait vraiment du sens de travailler ensemble. Ok, super. Du coup, on va rembobiner un petit peu. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours très brièvement ? Alors, j'aime Oui. bien dire en 1 minute 32, c'est le jeu, mais... 1 minute 32, c'est parti. Donc moi, j'ai un profil extrêmement tech. Je suis ingénieure en électronique et j'ai un doctorat en optoélectronique, donc tout ce qui est lié à la science des lasers. Et c'était vraiment sur des applications biomédicales, la détection des cancers de la peau. Absolument rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui. J'ai eu la chance de ma vie en rentrant dans le domaine spatial par le biais de la physiologie et de la médecine spatiale. Donc l'étude du corps humain et des astronautes dans l'espace sur les programmes de la Station spatiale internationale à l'époque, dans une autre filiale de l'agence spatiale qui s'appelle MEDES, Institut de médecine et de physiologie spatiale. Là, j'ai découvert comment est-ce qu'on faisait un projet, comment on faisait une charge utile, comment est-ce qu'on livrait sur les lanceurs, comment est-ce qu'on faisait les opérations à bord, donc très similaire à l'épisode précédent de ton podcast sur l'exploration. J'ai fait un petit passage à la direction de l'innovation au CNES pour m'occuper des sujets santé et spatial côté satellite, par exemple l'utilisation des technospatiales pour la télémédecine, pour offrir des services de soins un petit peu partout dans le monde.
J'ai monté ma boîte de conseils pour les startups du New Space parce que je me suis dit qu'il y avait à cette époque-là plein de nouveaux projets complètement fous qui étaient en train de se monter en France et j'avais envie de voilà d'être opérationnelle sur ces sujets sans en choisir un, donc d'avoir vraiment un accompagnement transverse. C'est là où j'ai connu Space Founder qui était en train de se monter. J'ai fait partie de l'équipe dès le début, donc 2021, et j'ai pris la direction en 2022. Plusieurs choses dans ce que tu nous as dit. En préparant l'émission, tu m'avais dit que tu avais du coup travaillé sur des expériences pour la mission spatiale de Thomas Pesquet. Oui. Sur la première mission spatiale de Thomas Pesquet, qui s'appelait Proxima, moi j'étais dans les équipes opérationnelles donc du CNES sur les missions astronautes. Et il y avait à l'époque une partie des expériences que Thomas avait fait dans l'espace qui était dédiée à l'industrie et la recherche française. Et donc dans ce cadre-là, moi je me suis occupée de deux petites expériences. Une qui s'appelait Aquapad avec Biomérieux, toujours sur les sujets spatial et santé, puisque c'était mon sujet à l'époque. En fait, c'était tout simplement des boîtes de pétri pour détecter la contamination de l'eau, la quantifier et savoir quels contaminants il y avait dans l'eau, qui était complètement sèche. Et ça, c'était vraiment une innovation, parce que ça permettait de les stocker pendant des années sur des véhicules spatiaux, et dès qu'on avait un doute, le système de l'eau étant recyclé, il faut absolument pas qu'il y ait une bactérie qui contamine l'eau que les astronautes boivent, ça permettait de faire des tests très facilement. Donc ça a très bien marché. Deuxième expérience à laquelle je me suis occupée et qui est toujours en vol, et c'est toujours sur le sujet de la microbiologie dans l'espace. On est très niche quand même, avec le CEA Leti à l'époque et Saint-Gobain. L'idée, c'était de tester des revêtements antimicrobiens pour le spatial. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans une station spatiale, c'est confiné, donc il y a tout un tas de bactéries qui se développent. Il y a aussi des fois de l'humidité qui se dépose, il n'y a pas vraiment de convection, donc on peut avoir des sources d'humidité un peu derrière les objets. Et donc, il y a des agrégations de bactéries qui forment ce qu'on appelle des biofilms. Ça, c'est pas super parce que ça fait de la biocorrosion, donc ça peut venir impacter les systèmes. Ça peut faire de la contamination pour les astronautes également. Et l'idée, c'était de voir comment est-ce qu'on pouvait structurer en surface, donc c'est le CEA qui faisait ça, les surfaces, les fonctionnaliser pour que les bactéries ne s'accrochent pas et se dégagent de façon assez naturelle des environnements qui sont propices à leur prolifération. Donc en fait, c'est toi qui écrivais les instructions et pour qui bosse dans l'espace. Il a bien bossé ou pas? Il a très bien bossé. Et oui, le travail opérationnel à cette époque, c'était de faire le lien entre les équipes de recherche, qui eux ont une idée très précise de ce qu'ils veulent faire dans l'espace euh, et qui est assez similaire à ce qu'ils ont l'habitude de faire sur Terre, et les astronautes. Donc mon travail, c'est de transcrire finalement les protocoles de recherche dans quelque chose qui est faisable, de coordonner le développement du matériel, de le qualifier, donc tous les tests de qualification, on n'envoie pas quelque chose dans l'espace comme ça, de le positionner sur une mission et de pouvoir ensuite fournir toutes les informations aux instructeurs d'astronautes pour qu'ils entraînent l'astronaute. Et une fois à bord, mon travail, c'est d'être en console, comme ce qu'on voit dans les films avec les casques et les micros. L'équipe scientifique à côté de moi, l'astronaute qui fait la mission, et il a un protocole écrit, mais on le guide, on essaye d'être sûr que la mission est réalisée correctement pour que les scientifiques aient leurs données. Bon, ok, ça a donné des bons résultats. Très bon résultat. Vous pouvez, je pense qu'il y a déjà des publications qui sont sorties, notamment sur Matisse, cette dernière mission. On peut les retrouver sur Google Scholar, donc je vous invite à aller voir ça, le travail de mes collègues du CEA Leti, qui était formidable. Du coup, tu es passé un petit peu du côté plutôt développement commercial, un peu peut-être de relationnel, de politique, investissement, enfin voilà, un côté beaucoup moins tech qu'avant. Est-ce que ça te manque? Alors, oui et non. Puisque, en effet, si on regarde l'activité dans sa globalité, celle que j'ai décrite chez Space Founders, la tech passe en second plan. Mais dans l'équipe, je suis l'unique personne tech. Et donc, moi, je prends en charge toutes les due diligence, donc tous les audits technologiques des entreprises qu'on accompagne et dans lesquelles on voudrait potentiellement investir. Donc, ce n'est plus moi qui fais. C'est vrai qu'en effet, l'adrénaline d'avoir des missions astronautes, d'être là pour les lancements, etc., c'est quelque chose qui peut me manquer, de faire partie d'une équipe, comme si on avait un impact, entre guillemets, sur, sur l'économie spatiale. Mais les avantages, c'est que ça me permet de toucher à tout. Je découvre énormément de choses, des domaines dont j'avais absolument pas idée. Et chaque startup avec laquelle je travaille est passionnée par son sujet. Donc les gens sont généralement très ouverts à partager, à montrer leur salle blanche, à aller expliquer ce qu'ils font.
Donc moi, je pense que je ne lâcherai jamais le côté tech, que même dans ces initiatives, on va dire, commerciales et financières, c'est moi qui porterai l'aspect technique. Et j'irai même plus loin, je suis persuadée qu'on ne peut pas faire de l'investissement capital risque dans la deep tech sans avoir au moins un ou deux profils qui comprennent les contraintes technologiques liées. Alors c'est marrant parce que c'est quelque chose dont on a parlé aussi en préparant l'émission. C'est un peu le côté hermétique de cet environnement, mais en préparant des émissions, donc l'épisode avec Clément Gougeon, je vous encourage à aller l'écouter, avec le tien, j'ai des retours ultra positifs du fait de mettre en avant cet écosystème à travers l'émission. Et c'est pas un peu contradictoire justement d'être dans un environnement fermé? Alors, est-ce que ça vient pas aussi du fait qu'il y a une sélection très dure à l'entrée? Il y a un petit côté élitiste, donc on sait ce que ça engendre. Et derrière, un peu un manque de reconnaissance par rapport aux activités de tous les jours. Quelqu'un m'a dit sur WhatsApp, Flavie, tu te reconnaîtras, que je me transformais en relations publiques pour ingénieur frustré de reconnaissance. Alors, c'est intéressant comme question. Moi, je j'ai pas du tout cette lecture, mais parce qu'encore une fois, je suis dedans. Peut-être que j'ai une lecture complètement biaisée. Euh, pour moi, le spatial déjà n'est plus élitiste. Il l'a été à un certain moment. Ok. Pourquoi? Parce que il y avait déjà, ça demande d'énormes budgets. Il y avait très peu de missions qui étaient soutenues par les États et les trois quarts étaient institutionnelles, donc portées par des agences spatiales. Donc pour rentrer dans le spatial, finalement, les places étaient très chères, il fallait être le meilleur du meilleur. Et donc, automatiquement, ça fait un écosystème avec enfin, beaucoup d'entre-soi. Ça, c'est clair. Depuis une dizaine d'années, on a deux tendances, selon moi, qui ouvrent cet écosystème. La première, c'est le fait que ça devient commercial. En fait, quand tu regardes, alors Elon Musk, on n'aime pas, je pense pas que ça soit le sujet aujourd'hui, mais néanmoins, tout le monde connaît maintenant les fusées, SpaceX, les gens, enfin je veux dire, qui ne sont pas dans le domaine peuvent regarder le vol du prochain Starship. Il y a eu, quand il a envoyé sa voiture dans l'espace, il y a un espèce de, comment dire, d'ouverture, de dissémination de tous les métiers du spatial qui s'est fait grâce aux acteurs commerciaux. Et côté américain, il y en a qui sont extrêmement emblématiques. Côté français, allemand, il va y en avoir, ça j'en suis sûre. Mais en tout cas, pour moi, ça a complètement changé l'image qui était un peu archaïque, institutionnelle. On est très militarisé aussi, il faut pas se leurrer. Donc, il y a les Space Force, donc l'aspect un peu austère, on va dire, de l'ingénierie spatiale. Le deuxième, c'est bien évidemment tout ce qui est ce qu'on appelle le downstream. C'est-à-dire qu'il y a deux courants dans le spatial. Il y a l'upstream, qui est là d'où je viens, qui est tout ce qui est l'espace pour le marché spatial. Donc tout ce qui va en vol, entre guillemets. On inclut là-dedans aussi les lanceurs, les satellites de communication, etc. Le downstream, c'est l'utilisation des technologies et des données spatiales pour les marchés terrestres. En gros, dans ton téléphone, tu as du GPS. Et donc ça, automatiquement, ça vient de constellations GNSS. Donc on connaît en Europe Galileo, le GPS américain, il y a une constellation chinoise. Typiquement, ça, c'est du spatial. Donc en fait, on peut rentrer dans le spatial via ce biais-là. Il y a l'utilisation des images d'observation de la Terre pour tous les marchés terrestres. On en retrouve dans l'assurance, dans l'agriculture, tout ce qui est maritime, suivi des bateaux, etc. On retrouve ça pour tous les projets à impact, la biodiversité, le suivi des animaux sauvages, les crédits carbone, la fintech, etc. Donc en fait, si tu regardes, on commence à avoir du spatial dans toutes les verticales, dans tous les types de métiers. Et la dernière chose, c'est que la technologie s'est beaucoup améliorée. Il y a énormément de choses qui sont automatisées. Et donc, on a besoin de plein de métiers support. On n'est plus obligé d'être ingénieur pour entrer dans le spatial. On a beaucoup besoin, on recherche, je fais une annonce, tous ceux qui font des sales, de la vente, puisque maintenant ça devient un marché commercial. Donc des profils vente sont extrêmement recherchés dans le spatial. Des profils marketing, communication. Avant, on ne parlait pas, c'était très confidentiel. Maintenant, chaque startup veut parler. Comptabilité, finance, comment est-ce qu'on fait des modèles financiers. Évidemment, toutes les fonctions responsables qualité, etc. Donc en fait, on n'est plus obligé d'être ingénieur. Et est-ce qu'il y a des ingénieurs frustrés par le manque de reconnaissance? Bien évidemment, mais comme dans tous les écosystèmes. Bon, enfin, en tout cas, nous, on fait le maximum pour en parler. J'entends ton appel. On fera un petit point sur la partie manpower, justement, à la fin. J'aurais une question par rapport à ça.
la représentativité aussi des femmes. Bon, ben là, pour l'instant, vous êtes en force, puisqu'il y a toi et Anna contre Clément. Donc, il va falloir que j'équilibre à un moment donné. Bon, en tout cas, moi, j'essaye de mettre ce secteur d'activité en avant. En fait, ça plaît et moi, ça me plaît énormément. Si vous aimez l'émission, n'oubliez pas de vous abonner et de la partager autour de vous. Tu m'avais dit que tu voulais parler d'un sujet, de 2 ou 3 sujets techniques assez précis et on va y venir, je te rassure. Mais avant ça, j'avais une dernière question par rapport à ce que tu m'as, peut-être 2 autres questions. Mais en tout cas, de ce que tu nous as dit juste avant, tu nous as parlé de projets multiples qui se développaient partout dans cet univers. C'est quoi les projets les plus fous pour toi aujourd'hui, ton top 3 des projets les plus fous que tu as pu voir euh, et juste que tu pourrais nous partager pour mettre-le à la bouche des auditeurs. Ouais. Alors, moi, je suis très upstream, donc très skivole, hein. Déjà, je, Mm. je fais un petit disclaimer. Projet, une boîte qui est japonaise, mais qui a ouvert en France, là, qui s'appelle Astroscale. Astroscale, je vous invite à aller regarder un petit peu là sur Internet. Une entreprise qui a pour mission d'aller chercher les débris ou les satellites en fin de vie ou les satellites qui dérivent, d'aller les attraper. Et alors, ça me fait vraiment penser à James Bond, je sais plus comment ça s'appelle, un vieux James Bond où il y avait une espèce de véhicule orbital qui venait avec des pinces attraper des, euh, des débris et les enlever. Donc, il y a Clear Space, voilà, Clear Space aussi. Je vous invite à aller, pardon. Regardez Clear Space, boîte suisse qui fait ça, faut imaginer un grappin quoi, qui va Mm, aller mm. chercher des débris et qui va aller nettoyer l'espace. Donc ça, Astroscale et Clear Space sont des boîtes qui m'impressionnent beaucoup. Une autre, alors très très cocorico, hein, Unseen Labs, une boîte qui est en Bretagne, si mes souvenirs sont bons, et qui fait la détection de bateaux, qui a toute une constellation et qui permet en fait de voir des bateaux qui sont pas sur les cartes, voire même de voir sous l'eau, hein. J'imagine que c'est ça l'application future. Et ça, techniquement, c'est quand même incroyable. Et c'est chez nous et c'est en Bretagne. Donc ça, je trouve ça très chouette. Après, des startups de la propulsion, on en a plein. On fait quand même des fusées hein, en Europe. On retrouve les Allemands. Je vous invite à aller voir Isar Aerospace et Rocket Factory Augsburg qui sont en train de faire la guerre en Allemagne pour être le premier lanceur sur le pas de tir. En France, on a Maya Space, qui est une filiale d'Ariane Group. On retrouve Latitude, mes collègues de Reims, qui sont juste à côté de chez moi, qui font aussi une fusée DARC, qui est une boîte exceptionnelle qui est à Paris, qui fait aussi des lanceurs à partir d'avions commerciaux. Donc énormément de choses dans la propulsion. Et je pourrais vous en citer des milliers puisque j'adore. Ok, bah oui, oui, ça se voit que tu es passionné. Bah écoute, tu nous as parlé de Clean Space, Clear Space, pardon. Et du coup, je saute à ma question sur les perspectives sur la durabilité dans l'espace. Après, on reviendra à ton sujet technique. Je ne l'oublie pas, je le mets de côté, ne Et t'inquiète surtout que c'est extrêmement lié, en fait, la pas. Ouais. durabilité dans l'espace et le sujet des services en orbite. En ce moment, on le sait, il y a un problème de débris, il y a un problème de saturation de l'espace. Finalement, ce sont deux problèmes distincts, mais qui s'alimentent l'un et l'autre. L'orbite basse commence à être très 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 encombrée, notamment par des tonnes de projets de méga constellations. Quand on voit le nombre de satellites qu'il y a en orbite, j'ai pas le nombre exact, mais c'est quelque chose d'assez démentiel. Si tous ces satellites étaient extrêmement bien pilotés par des nations coopératives et qu'il n'y avait absolument aucun problème je sais pas moi, de panne, de choses comme ça, on pourrait peut-être encore réussir à manœuvrer tout ça. Il y a une discipline du spatial qui s'appelle Space Traffic Management, donc STM, qui, comme son nom l'indique, consiste à avoir des manœuvres et d'éviter les satellites, d'être sûr qu'on est sur la bonne orbite, etc. C'est évidemment pas le cas. Il y a des accidents, il y a des failures, donc des débris qui se baladent et qui dérivent. Il n'y a pas de loi encore qui dit exactement qui doit faire la manœuvre quand il y a un risque de collision entre deux satellites. Donc ça se gère, alors je vais caricaturer, c'est pas comme ça, mais presque au téléphone où tu appelles ton counterpart et tu dis, en gros, on s'arrive dessus. Est-ce qu'on est sûr, oui, non? Est-ce que ça passe, oui, non? Qui c'est qui fait la manœuvre? Personne ne veut faire la manœuvre. Pourquoi? Parce que ça coûte du fuel. Donc automatiquement, ça impacte la durée de vie du satellite qui fait la manœuvre. Et parce que pendant le temps où tu fais ta manœuvre d'évitement, tu prends plus, si tu prenais des images d'observation de la Terre, tu prends plus d'images, donc tu peux pas les vendre, donc tu as une perte de revenus.
Donc tout ça en fait est en train de graviter et donc automatiquement il y a un petit problème de durabilité parce que plus tu en rajoutes, plus tu as ce genre de problème, moins tu peux opérer correctement. On rajoute donc évidemment les problématiques de débris. Il y a une loi en France qui s'appelle la LOS, la loi des opérations spatiales. On essaye de la faire passer à un niveau européen. Il y a encore une fois pas de loi internationale qui dit qu'il faut pas laisser ces débris en orbite, qu'il faut pouvoir aller chercher correctement des orbites cimetières pour mettre ces satellites qui ne sont plus fonctionnels dans un endroit sécurisé. Et donc, il y a des entreprises privées qui vont sur ces sujets-là pour pouvoir améliorer le problème, mais qui payent? C'est-à-dire qui paye pour qu'on nettoie, entre guillemets, l'espace? Est-ce que ce sont Ah les oui. gouvernements? Est-ce que ce sont les gros opérateurs satellitaires parce que eux, finalement, ils ont un intérêt parce que leurs satellites peuvent être impactés? Personne ne veut payer, c'est toujours un peu la même histoire. Donc, des sujets qui sont assez complexes. Si on change pas nos pratiques, c'est sûr et certain qu'on va polluer tout autant l'espace que l'on pollue la Terre, automatiquement, cette économie qui est finalement en bourgeonnement, c'est un prémisse d'économie spatiale, ne va jamais pouvoir se développer. Les services sur Terre vont plus être opérationnels. Imagine la constellation GPS n'est plus fonctionnelle. Tu vois l'impact sur toute l'économie, quoi. Donc oui, c'est une urgence, il faut faire attention. Dernier sujet sur la durabilité de l'espace qui est hyper important, et nous, à Space Founder, on a un plan RSE là-dessus, c'est il faut faire des analyses de cycle de vie de tout ce qu'on envoie dans l'espace. On utilise bien évidemment des métaux rares. C'est de l'industrie, donc on a quand même tout un tas de pratiques industrielles qui polluent sur Terre. La pollution au lancement. Est-ce qu'une énième méga constellation est vraiment nécessaire? Oui, non. Est-ce que le service qui va être apporté fait du sens pour pouvoir, je ne veux pas dire justifier parce qu'on justifie jamais, mais en tout cas essayer d'avoir une analyse critique de notre impact environnemental. Et nous ne sommes pas les premiers de la classe. Oui, justement, les gros acteurs ont conscience de ça, parce que je pense que j'imagine que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Donc, je sais pas, je dis de bêtises, mais les Américains, SpaceX ou au niveau européen, les Chinois, est-ce qu'il y a quand même une prise de conscience au niveau mondial pour s'emparer du sujet ou pas? Oui et non. Encore une fois, je pense être biaisée parce que en Europe, c'est un sujet. C'est-à-dire que à la dernière conférence européenne à Bruxelles, là, en janvier, sur le spatial, le message était super clair. C'est finalement s'il y a une nation, un ensemble de nations qui peuvent porter la réglementation du secteur spatial vis-à-vis de l'impact environnemental, c'est l'Europe, parce que les Chinois, sauf erreur de ma part, c'est pas forcément dans leur priorité. Les Américains sont toujours un peu ambivalents par rapport à ces sujets-là. Il y a évidemment des prises de conscience individuelles à l'échelle de l'entreprise. Pour nos entreprises qui sont au CAC 40, bien évidemment, ça fait partie des critères extra-financiers. Hein, donc, Thales Alenia Space, Airbus Defence and Space Co. Le CNES, donc chez nous, je vais parler de ce que je connais. On a une directrice du développement durable qui est au COMEX et des programmes très 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 sérieux pour faire attention à notre impact en tant qu'agence. Mais il faut qu'on aille plus loin. Nous, notre levée d'action à Space Founder, c'est sur les critères d'investissement. C'est-à-dire qu'on demande à minima un reporting extra-financier de certains indicateurs de l'impact environnemental des entreprises qui sont dans notre portefeuille. Est-ce que c'est pas un frein au développement? On sait que quand c'est un peu une course quand même, Mm. il faut aller vite. Est-ce que quand on demande à des petites pousses de passer du temps sur ces sujets, ô combien c'est important, les gens connaissent ma façon de penser sur le sujet, j'imagine. Enfin, j'espère. Mais est-ce que aussi, si on regarde d'un point de vue compétition, ça nous met pas des bâtons dans les roues? Alors moi, je suis persuadée que non, parce qu'en fait, une compétition, il faut une entreprise qui tienne dans le temps. Si on ne prend pas en compte ces problématiques, j'ai fort à parier qu'à un moment, de toute façon, l'entreprise ne pourra plus se développer, ce sera plus possible de fonctionner. Donc finalement, il n'y aura il y aura pas de champion. Évidemment, dans un premier temps, l'idée, c'est pas d'être contraignant, c'est déjà de savoir ce qu'on fait, de comprendre quel est notre impact. Il y a en effet un stage de maturité des entreprises où il faut implémenter des mesures concrètes. En tout cas, c'est ce que nous, on porte à Space Founders. Moi, je pense que de toute façon, compétition, il n'y aura pas si les entreprises se cassent toute la figure parce qu'elles n'ont pas de modèle économique résilient du fait de la non prise en compte de l'impact environnemental. Ok.
Bon, bah écoute, c'est très clair. Merci Lucie. On va pas s'arrêter là, hein. Je t'ai pas fait venir pour rien. En tout cas, les premières 25 minutes sont absolument passionnantes. Mais on va encore monter d'un cran. Et toute la responsabilité est sur tes épaules. Donc, pas de pression, ça va. Tu Ça peux va. prendre un petit verre d'eau. J'ai entendu que quelqu'un s'était fait un café derrière. C'est la Donc, machine qui s'est mise en veille toutes ah mes mince. Bon, excuses. alors je pensais que quelqu'un pouvait nous amener le café, ça aurait été super sympa. On va parler d'intelligence artificielle, on va parler de services en orbite. Alors on utilisera le terme in-orbit servicing, donc pour les auditeurs non anglophones, je fais la traduction. Donc in-orbit servicing, quand on utilise le mot, c'est service en orbite, c'est ça. Tu corrigeras de toute façon si je dis des bêtises. On commence par quoi? Tu veux commencer par quoi? On commence par Alors, l'IA? donc, du coup, j'ai fait un peu ma recherche parce que pourquoi les services en orbite? Moi, c'est un sujet qui me passionne, mais c'est pas du tout un nouveau sujet. C'est juste qu'il y a en ce moment, avec toutes les nouvelles technologies qu'on voit sur Terre, et tu en as mentionné certaines, une démocratisation et une amélioration de tous les services qu'on peut faire en orbite. Alors, dans le spatial, nous, on adore les acronymes. Donc, je suis allée regarder le vrai acronyme. Moi, j'appelle ça service Mhm. en orbite. Le vrai acronyme, si vous le trouvez sur Internet, c'est soit OSAM, soit ISAM, qui est On Orbit Servicing, Assembly and Manufacturing. Et donc finalement, on peut le traduire par toutes les activités dans l'espace qui ont pour objectif des modifications, alors là je vais rajouter intentionnelles et bénéfiques, hein. On ne parle pas des satellites militaires qui vont venir aller impacter d'autres satellites militaires, hein. C'est vraiment juste dans l'idée de réparer, Mhm. d'améliorer les satellites en orbite d'un autre objet dans l'espace. Et donc je trouve cet ensemble de technologies finalement c'est assez fascinant. Et j'ai choisi d'en parler aujourd'hui justement avec toi parce que ça agrège des tonnes de défis technologiques divers et variés dans tous les domaines de l'ingénierie. On va parler de robotique, on va parler donc d'intelligence artificielle, mais embarquée. Nous, on ne peut pas utiliser le cloud et des ressources infinies de calcul. Il faut tout faire ça sur des chips embarqués. On va parler de chimie, de matériaux. Enfin voilà, ça vient toucher en fait, pour moi en tout cas de ma vision, à tous les fleurons technologiques qu'on peut trouver sur Terre, qu'il va falloir faire marcher ensemble dans un environnement absolument hostile. Puisque pour rappel, dans l'espace, on est dans le vide, un quasi vide, donc il n'y a pas de convection par exemple. Pour pouvoir gérer des problématiques de chaleur ou de refroidissement. On est en micro-pesanteur, donc tous les process qui marchent avec la gravité, ben, ils marchent pas pareil. Il y a énormément de radiation. Il y a ce qu'on appelle de l'oxygène atomique en orbite basse qui vient un peu impacter tous les matériaux. Donc tout ce que on sait faire sur Terre, en fait, il faut un peu le frugaliser et l'adapter aux contraintes spatiales. Donc on se rajoute encore plus de problématiques. Et donc juste pour donner, illustrer ces services en orbite, c'est assez facile à comprendre. Si on simplifie un petit peu une mission spatiale, comment traditionnelle, on décide donc d'un but de mission, par exemple un satellite de communication ou qui envoie la télé par satellite en géostationnaire. On design, fabrique, qualifie le satellite pour qu'il réponde à cette mission. Donc on va dire, ben voilà, pendant 15 ans, il va falloir en géostationnaire qu'il envoie tant de données à telle fréquence, etc., avec telle latence. Bon bref, on fiche certains paramètres, on fabrique, on envoie tout ça sur un lanceur. Donc pour les gros satellites, il faut des gros lanceurs. Problématique, puisqu'il y a du volume sous coiffe, quoi, entre guillemets. On l'amène à sa position orbitale finale. Le satellite rend sa mission pendant 15 ans et au bout de 15 ans, on le met dans une orbite cimetière. Ça, c'est une mission classique, entre guillemets. Mhm. Bah, les services en orbite, c'est de changer complètement de paradigme et de se dire tout ce qu'on n'a pas besoin de faire au sol, on va le faire là-haut. Donc ça implique des activités par exemple, de réparation. Si jamais quelque chose tombe en panne, on peut changer un composant. Alors c'est des bras robotiques, on en parlera après. Ça implique tout ce qui est extension de durée de vie. Ah, j'avais qualifié tout ça pour 15 ans, j'ai plus vraiment de puissance, j'ai plus d'ergol, enfin j'ai plus de fuel entre guillemets. Comment est-ce que je peux faire? Il existe plein de techniques pour finalement faire durer ton satellite plus longtemps et ne pas avoir besoin d'en lancer un autre. Donc on revient sur l'impact environnemental aussi dans un Mhm. certain sens. Tout ce qui est fabrication et assemblage. Alors ça c'est fascinant, j'espère qu'on aura le temps d'en parler. On a pas mal de projets sur de l'assemblage robotique collaboratif pour faire des très grandes structures. C'est-à-dire que tu envoies ton matériel plié, ou en tout cas dans une forme un petit peu plus compacte,
Et donc, tu peux rentrer sur une fusée plus petite. Et une fois dans l'espace, en fait, bah, tu crées tes panneaux solaires, par exemple. Ça, je trouve ça C'est incroyable. le Ikea de l'espace. C'est ça, le Ikea de l'espace. 3D printing, impression 3D dans Ouais, l'espace. Ça, c'est ok. juste incroyable. Et là, je vais faire vraiment un petit cocorico, enfin chauvin, parce que c'est pas français. Ça n'a jamais été fait dans l'espace extérieur, ça a été fait sur la Station spatiale internationale, mais qui est pressurisée, donc il n'y a pas toutes les contraintes. Et il y a actuellement 2 projets qui, normalement, devraient partir tous les deux sur 2 lanceurs différents cette année. Et les deux sont, alors ils sont allemands, mais ils sont à Space Founder, donc je les considère, voilà, moi j'ai une approche très européenne, qui devraient être les premiers mondiaux à démontrer de l'impression 3D dans l'espace. Je vais citer les 2 boîtes parce que franchement c'est formidable ce qu'ils font. Tu trouves des Allemands qui s'appellent Orbital Matter, basés à Berlin et à Toulouse, et d'autres Allemands à Munich qui s'appellent Decubed. Et les deux, normalement, il y en a un des deux qui devrait réussir cette année, et ça veut dire que la première mondiale sera européenne. Et on n'en a pas souvent. Donc, Bon, bah, c'est super. Mais du coup, tu oui, parlais tout à l'heure de différences à cause des conditions dans l'espace, pesanteur, etc. Par exemple, si on prend l'impression 3D, est-ce que ça a un impact, par exemple, entre une machine sur Terre? C'est juste pour les auditeurs ouais. que comprennent bien. C'est quoi les challenges autour de ça, justement? Déjà, ça a l'air. Bon, maintenant, ça y est, sur Terre, ça commence à bien marcher et à se répandre dans l'industrie. Les challenges dans l'espace pour adapter cette technologie. Et puis, une fois qu'on a imprimé la pièce, on en fait quoi? Qui c'est qui s'en occupe? Alors, c'est un super exemple parce que c'est un exemple entre guillemets facile. L'impression 3D dans l'espace, donc il faut imaginer une machine avec bien évidemment une cartouche de. Donc nous, on utilise souvent des photopolymères. Ça se présente sous la forme de liquide, entre guillemets. Mhm. Bon, bah déjà, les liquides en micropesanteur, ça, ça Oui. flotte, on voit déjà les astronautes. Donc pour pouvoir pousser correctement le liquide dans la machine, il faut déjà une adaptation de la microfluidique, enfin de tous les mécanismes qu'il y a derrière. Ensuite, il y a des sujets de viscosité. Pour pouvoir avoir de l'impression 3D qui marche en micropesanteur, il faut qu'au moment où le liquide, donc le photopolymère liquide, sorte de la machine, très rapidement, il faut le refroidir sur sa forme finale, parce qu'en fait, sinon, bah, il flotte, quoi. T'as Mm, pas mm. le facteur gravité finalement qui vient le maintenir en place. Donc, il y a certaines parties de technologies d'impression 3D qui sont pas adaptées à la micropesanteur, d'autres un peu plus circulaires, tu vois, ou des traces comme ça, qui marchent mieux. Ensuite, une fois qu'on a réussi à régler ça, on doit donc refroidir pour stabiliser la structure en impression 3D. Pas de convection. Si on laissait ça à l'air libre, entre guillemets, pour imprimer une pièce, il faut presque 30 jours, donc ça fait aucun sens. Il faut aller tout doucement, attendre que ça refroidisse. Donc comment est-ce qu'on fait? Les photopolymères sont pas mal parce qu'en fait, ils permettent de se refroidir avec de l'UV. Donc ça tombe bien, c'est un truc qu'on a pour une fois dans l'espace. Donc on utilise vraiment de la chimie un peu particulière pour que ça marche. Euh, Ensuite, donc, il va falloir le stabiliser dans le temps. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les photopolymères prennent une dose d'UV optimale pour arriver à leur fonction, à leur forme finale. Mais si on met trop d'UV, au bout d'un moment, ça dégrade le matériau et donc il n'a plus les mêmes propriétés. Donc, en fait, c'est hyper complexe de faire de l'impression 3D dans l'espace. Qu'est-ce qu'on peut faire comme objet? Et là, ça je viens sur ta question de qui s'en occupe. Bah, c'est tout le souci, c'est que personne s'en occupe dans les services en orbite. Tout est robotisé, tout est automatisé. Donc, on imagine un petit satellite. Dedans, on met une petite impression 3D et des cartouches de photopolymère. Admettons qu'on veut faire, je sais pas, une structure de panneau solaire. On lance la commande, soit on la fait du sol, soit elle est embarquée pour dire vas-y, imprime. Et puis, bah, si ça imprime mal, il faut relancer une commande pour lui dire, bah, en fait, rajoute une couche parce que là, structurellement, ça tient pas. Il faut des mécanismes de vision qui te permettent d'inspecter ta pièce finale. Et après, il faut la durée de vie. Ben, il y a plein on en a parlé de choses qui sont agressives. Il y a des radiations. Donc, il faut savoir à chaque moment si ton nouveau mécanisme ou ta nouvelle structure que tu as imprimée en orbite est fonctionnelle. Donc, c'est toute la difficulté des services en orbite, en fait. Chez nous, tu regardes et puis tu envoies un technicien et puis tu le changes, quoi.
Ça paraît Si, complètement fou, ouais. c'est complètement Et, fou. et du coup, pour revenir aussi sur les bras robotisés de la maintenance, c'est quoi? On envoie un robot maintenance qui va après se déplacer de satellite en satellite avec ses petits bras et faire le. Ouais, tu me diras, on maîtrise. Non, mais c'est con, mais on maîtrise quand même l'humain en orbite. Ce serait pas tout aussi simple de mettre un gars dans une capsule et puis d'aller faire du bricolage. Enfin, je sais pas. Puis il Ouais. revient au bout de 20 jours. Voilà, Thomas, il a l'air compétent. On l'envoie, puis il va Mais faire un peu de la mécanique. ta remarque est très juste parce qu'en fait, des services en orbite, donc la réparation, on en fait depuis les années 80. Finalement, si tu regardes Hubble, toutes les Ouais. réparations d'Hubble, c'est ça. C'est Hubble, donc le télescope dans les années 80 qui marchait plus trop, il fallait changer des choses. Bah, t'envoyais le Space Shuttle et puis des techniciens quoi, qui sortent, Voilà, des ouais. astronautes. Mm. La Station spatiale internationale, c'est quoi? Tout l'assemblage de la station, ça a été j'envoie un gros module, je le fais avoir un rendez-vous avec le module qui est déjà en place, je l'accroche entre guillemets. S'il y a une batterie qui marche pas, quelque chose qui marche pas, j'envoie les astronautes en sortie extravéhiculaire. Donc en fait, tout ça, c'est la façon les services en orbite old school. Problématique, ça coûte ultra cher. C'est-à-dire que la chose la plus chère dans l'espace, c'est le temps astronaute. Ça coûte très très cher, c'est très dangereux. L'idée, c'est quand même, si tu as un satellite qui est un CubeSat, donc qui fait 10 cm par 10 cm par 10 cm, de pas envoyer une mission SpaceX avec un astronaute pour aller bidouiller ton satellite, quoi. Donc l'idée, c'est exactement ce que tu décris. C'est ce qu'on appelle des serviceurs. Donc ce sont des satellites qui ont des propulseurs qui sont très précis, donc qui te permettent de te déplacer dans l'espace et d'aller proche du satellite que tu veux réparer avec des bras robotiques, différents bras, différentes technologies, et qui vient comme un petit mécanicien artificiel réparer le satellite en question. Ok. Et du coup, à quel horizon on peut imaginer ces activités se mettre en place vraiment? Alors, le vraiment est important dans ta question. Il y a eu plein de démonstrations technologiques qui ont montré certaines briques techno qui sont nécessaires à avoir vraiment ces serviceurs tels que je viens de les décrire. La première brique technologique qui a été démontrée et qui marche, c'est tout ce qui est docking, Arrimage, ouais. arrimage automatique. Par exemple, je reviens sur la Station spatiale internationale, on avait un cargo pour ramener de la nourriture et des expériences aux astronautes, cargo européen qui s'appelait l'ATV, qui était Automated Transfer Vehicle, qui a démontré de façon opérationnelle et répétée le docking automatique. Donc, tu envoies ton cargo, il s'approche de la Station spatiale internationale, tu as des dispositifs de vision et de positionnement dans l'espace qui repèrent le port d'attache et qui vient s'approcher et s'accrocher. Ça, c'est la première étape. Si tu veux faire quelque chose sur un satellite, il faut le repérer, s'approcher et s'arrimer. Ça marche quand ça a été prévu dès le début, où tu as des choses pour t'accrocher. Il y a une mission merveilleuse qui a été annulée il y a 3 semaines. C'est-à-dire que je suis très frustrée parce que je voulais en parler. Elle a été annulée par la NASA, qui Mince. s'appelait OSAM 1. Et l'idée, c'était d'aller faire ça sur un vieux satellite des années 90 qui s'appelait Landsat 7, qui n'avait pas été fait pour ça. C'est-à-dire, il n'y avait rien pour s'arrimer. Donc ça, c'est la première brique à maîtriser et on la maîtrise quand même de façon assez bien. Pourquoi ils l'ont annulé? Ils l'ont annulé. Alors sur l'internet mondial, ils ont fait un communiqué en disant que c'était à cause de dépassement de budget et de temps. C'est-à-dire que la mission coûte trop cher. C'était une mission qui voulait démontrer des tonnes de services en orbite sur une seule plateforme. L'idée initiale, elle était chouette. C'était de se dire Landsat, donc satellite d'observation de la Terre vieillissant, qui n'a pas été fait pour être réparé, doit être désorbité. Nous, on va essayer de tout faire, du refueling, donc d'avoir de l'hydrazine, qui est l'ergol, pour donner de l'énergie au satellite. L'idée, c'était vraiment, vous trouvez ça sur Internet, on voit les opérations, d'ouvrir le réservoir du satellite vieillissant et d'aller avec comme une pompe, comme une pompe à essence, aller lui remettre de l'hydrazine dans ses réservoirs. L'idée, c'était voilà, de l'inspecter, de le réparer, de le remettre sur son orbite, un peu de propulsion, de se substituer à son contrôle d'attitude en utilisant cette OSAM 1. Et ça a coûté voilà, plusieurs centaines de millions d'euros et ça a été malheureusement annulé il y a 3 semaines. Donc on dépense plusieurs centaines de millions et on annule.
Alors, Dieu merci, toutes les briques technologiques, du coup, Oui. sont développées et vont Ouais. être rebasculées sur d'autres missions. Ça, c'est bien dommage et c'est la NASA et nos collègues américains qui ont fait le communiqué de presse il y a 3 semaines. Bon, bah écoute, c'est comme ça. Sur l'intelligence artificielle, Mm. qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors déjà, qu'est-ce qu'on appelle intelligence artificielle? Puisqu'on est un peu bassiné partout entre les prompteurs, les LLM, les trucs et j'en passe, les réseaux de neurones, enfin, moi-même qui utilise ChatGPT régulièrement, je suis complètement perdu là-dedans. Donc, explique-nous un petit peu ce qu'on entend par intelligence artificielle. Donne-nous des applications concrètes sur le futur de l'espace. Et puis, j'aurai d'autres questions, évidemment. Ouais. Alors nous, ben, c'est pas ChatGPT, hein, notre notion d'intelligence artificielle. Premier cas d'usage d'intelligence artificielle très connu dans le spatial, c'est sur l'observation de la Terre. En fait, tout bêtement, comment est-ce qu'on fait maintenant? On prend plein de photos, on les redescend au sol, donc ça fait beaucoup de transferts de données. Et sur Terre, on fait tourner des algorithmes d'intelligence artificielle pour pouvoir retraiter toutes ces images, identifier des changements, identifier des choses qu'on ne verrait pas à l'œil nu, etc. Bon, bah, l'idée, c'est de porter cette intelligence à bord. C'est-à-dire que tous ces algorithmes, de les miniaturiser finalement, de les rendre autonomes, puisque comme on l'a dit, nous, on ne peut pas se connecter au cloud avec des grosses bases de données, etc., d'apprentissage, il faut que ce soit appris au sol. On les porte sur des processeurs en orbite, et en fait, c'est le satellite qui devient intelligent, et quand il passe au-dessus d'un point d'intérêt, par exemple, il prend que les bonnes images, il prend pas continuellement des images pour rien, il les traite à bord, idéalement, et il ne redescend que les images intéressantes. Donc, traiter à bord, ça veut dire, par exemple, enlever les nuages. Nous, on a un problème dans les capteurs optiques, c'est que quand il y a des nuages, bah, on voit pas ce qu'il y a en dessous. Et ça, c'est typiquement des applications d'intelligence artificielle. Encore une fois, alors là, c'est des Italiens qui s'appellent Aiko. Ils ont aussi une entité à Toulouse qui font ce type de produits. On a des Français qui s'appellent Agenium Space aussi, qui font des choses comme ça. L'idée, c'est vraiment d'utiliser ton satellite que quand il y en a besoin et de pas utiliser toutes les ressources et prendre n'importe quelle photo et tout traiter au sol. Deuxième application très classique chez nous, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le Space Traffic Management. C'est les manœuvres et l'automatisation des manœuvres. Ah oui, ça c'est. Euh, voilà, c'est-à-dire que les satellites, pour l'instant, sont capables de se diriger, on le sait, hein, dans l'espace. On a énormément de télescopes au sol et de radars qui permettent d'identifier les débris, les objets, tout ce qui gravite autour du satellite. Si tu couples, en fait, c'est un peu un mix entre du Google Maps et du Waze, Mm. de façon automatisée, ça permet de prévoir de façon la plus juste la bonne manœuvre au bon moment en autonomie. Ensuite, ben, tout ce qui est robotique a une brique d'intelligence artificielle, donc la vision précise de ce qui se passe autour des satellites pour pouvoir aller voir un autre satellite, et l'autonomie des robots. Pour l'instant, on envoie des chaînes de commande, hein, du sol. L'idée, ça serait que des robots collaboratifs puissent prendre des décisions directement à bord. Ça, à ma connaissance, c'est pas encore fonctionnel. Et du coup, c'est quoi les challenges autour de développement c'est vraiment des intelligences artificielles ou c'est du machine learning? Parce que voilà, je trouve le terme est toujours un peu Ouais, galvaudé. Mais c'est quoi les challenges technologiques autour de ça? alors, pour te répondre sur la première partie de question, oui, les trois quarts du temps, c'est du machine learning. On commence à voir des applications neuromorphiques. Alors là, je vais m'arrêter dans les détails techniques parce que moi, je suis très hardware, pas très software. Mais en tout cas, on commence à voir émerger d'autres technologies d'intelligence artificielle. Mais principalement, à ma connaissance, c'est du machine learning. Les défis technologiques, pour moi, ils sont hardware. C'est-à-dire, pour faire tourner des algos, il nous faut absolument de la puissance de calcul et il nous faut de la puissance de stockage, des mémoires. Pour ce faire, la place dans un satellite est limitée. Donc, il faut des processeurs très, très, très efficaces. Plus, la puissance est limitée. Elle est fournie par les panneaux solaires. Les panneaux solaires, on ne peut pas déployer des panneaux solaires de 3 km de long pour un satellite de 10 cm. Ça fait pas de sens. Ça coûte super cher. Donc en fait, on est sur du machine learning frugal
et dans un environnement, encore une fois, où on peut patcher des softwares directement à bord, on peut patcher des correctifs, entre guillemets, mais on n'a pas toute la latitude et la réactivité que l'on aurait sur Terre pour pouvoir améliorer ton logiciel. Donc la difficulté, c'est d'être capable de développer sur du hardware pas vraiment fait pour l'intelligence artificielle actuellement, dans un environnement lointain où tu ne peux pas aller débugger comme tu voudrais quand tu veux, quoi. Ok. Alors du coup, tout ça, c'est marrant, vraiment, ça m'a amené une question. Euh, on n'est pas en train c'est pas une fuite en avant. C'est-à-dire que on développe des trucs parce qu'on est en limite de trucs pour améliorer des trucs, pour maintenir des trucs. On n'est pas on n'est pas en train d'arriver dans un bottleneck de capacité. Et puis finalement, chaque effort pour surmonter un obstacle demande une montagne d'efforts. On a des problèmes de ressources. Tu es en train de le dire, de hardware. Je travaillais pour un client, on parlait de frugalité de code. Il faut optimiser les codes, les gens ne savent pas, mais les gens n'acceptent pas. Enfin, il y a tellement de contraintes, il y a tellement de ressources, on manque de manpower, on manque de hardware. Voilà. Est-ce que tu comprends un peu le sens de ma question? Est-ce qu'on n'est pas en train de, voilà, à un moment Alors, donné, la loi de Pareto, quoi, ouais, pour survivre et puis vivre bien, on n'a peut-être pas besoin de dépenser autant d'énergie, quoi, tu vois. en fait, je suis assez, je suis partagée sur ce que tu dis. Il y a un côté où je suis assez d'accord avec toi que des fois, moi j'appelle ça le narratif de la tech. On voit arriver des startups du spatial qui, bah voilà, ils ont trouvé une tech dingue, quoi. Incroyable. Et ils sont tellement amoureux de leur tech, et moi aussi, hein, par extension, c'est pas du tout un jugement de valeur, qu'ils en font un use case sur un marché qui est un peu plus, qui prend un peu plus de risques, je veux dire, qu'un marché commercial SaaS B2B, parce que nous, on est vraiment sur des sujets Mm, complètement mm. innovants. Ensuite, la façon dont je le vois moi, mais encore une fois, à débattre avec tout le monde, c'est il faut quand même se rappeler à quoi servent les satellites. C'est-à-dire, envoyer un satellite pour qu'il y ait dedans une charge utile, il y a une mission, il y a quelque chose dedans. Et la question, c'est est-ce que ce quelque chose justifie tous les efforts qu'on vient juste de citer. Et donc, dans ce cas, oui. Alors, je reprends l'exemple du GNSS, puisque GPS étant la constellation américaine, donc du GNSS. Sans GPS, il y a tout un pan de l'économie, entre guillemets, qui se casse la figure. Enfin, je pense que c'est quelque chose d'assez simple à comprendre. Et donc, du coup, les efforts pour maintenir les constellations GNSS, pour moi, sont justifiés. Observation de la Terre, pareil. Le nombre de services terrestres dont on n'a pas connaissance qui reposent sur des images d'observation de la Terre justifie par exemple toutes les études climatiques, Mm, de voir mm, les mm, mm, changements sur mm. les glaciers, les changements sur la forêt. Pour moi, ça justifie cet extra effort, entre guillemets, parce que le service rendu est ultra important pour l'économie terrestre. La dernière, et je m'apesanterai pas là-dessus, mais qui est évidemment, il faut pas être naïf, c'est la défense. Tout ce qui est défense de sécurité civile, ces sujets-là. Et c'est pas pour rien que la DARPA, donc l'agence défense américaine, a le plus gros budget spatial. Je crois que c'est même du monde, parce que le spatial a une forte composante souveraineté et défense. Quoi qu'on en pense, entre guillemets. Et eux sont, nos collègues militaires, entre guillemets, sont eux tout à fait disposés à faire cet effort de plus pour garder Après, une, l'actualité une- géopolitique nous montre que c'est un truc à pas prendre à la légère parce que il faut, comme tu dis, il faut pas être naïf. C'est pas le monde des bisounours. Et nous, on a une société qui vit peut-être dans l'ambition de faire mieux. C'est pas le cas de tout le monde, donc il faut être prêt à tout, malheureusement. voilà. Par contre, là où je te rejoins, et moi, c'est quelque chose sur lequel je fais vraiment attention sur les dossiers d'investissement, sur tous ceux qui font des Mm, constellations et mm. qui annoncent, je sais pas moi, 150 nouveaux satellites. C'est vraiment, est-ce que c'est un énième opérateur, voilà, qui est redondant avec 103 autres initiatives commerciales, entre guillemets. Est-ce que vraiment on a besoin de ça? Si on peut se passer d'un satellite, si on peut se passer d'une constellation, il faut juste pas le faire. Là, je suis entièrement d'accord avec toi. Mm, ok, merci beaucoup. Déjà 48 minutes, 49, on a encore quelques questions, mais on est arrivé au terme de la partie technique. Donc je dis ça aux ingés, mais restez avec nous, surtout vous enfuyez pas.
Ou alors, avant de partir, mettez un petit like, abonnez-vous, mettez un petit commentaire et partagez surtout autour de vous l'émission. On a parlé de ressources humaines. On est dans un monde où les métiers scientifiques attirent de moins en moins, où la compétence scientifique de la jeunesse diminue de plus en plus. Je ne sais pas pourquoi. Les métiers d'ingénieur attirent de moins en moins. On en a besoin partout, partout, partout. C'est quoi, du coup, pour toi, un petit peu ta vision là-dessus et les contraintes qui vont peser sur le secteur spatial? Alors, moi aussi, je trouve ça extrêmement dommage qu'il n'y ait pas plus d'appétence pour les carrières scientifiques. Je pense qu'avoir une culture scientifique générale, hein, parce que moi, je suis technique, mais je suis pas extrêmement spécialisée, et d'avoir une compréhension de comment marche notre monde, en fait. Enfin, comment ça marche, les systèmes autour de nous, comment, rien que l'astronomie, enfin, comment marchent les planètes, je trouve ça fascinant. Et c'est vrai que je ne sais pas à quel moment on a perdu notre curiosité par rapport au monde qui nous entoure. Parce que l'ingénierie, les carrières scientifiques, c'est ça, c'est essayer de comprendre les choses qui nous entourent. L'impact sur le secteur spatial, il est très direct. On l'a vu, c'est un secteur qui grossit, en tout cas. C'était un secteur qui était assez confidentiel précédemment, mais qui grossit. Et donc, plein d'entreprises se montent. Ces gens ont besoin de compétences techniques assez pointues. Je le vois dans les startups que j'accompagne, les 3/4 des postes de recrutement, c'est de la technique, quoi. Et donc, s'il n'y a pas d'ingénieurs qualifiés, euh, ça va être compliqué de pouvoir faire des choses intéressantes. Et on l'a dit, qui durent dans le temps. Il faut de la bonne tech pour que ça dure. Il ne faut pas faire des choses au rabais. Il ne faut pas faire des choses qui sont pas maîtrisées. Donc, il faut ces compétences-là. Comment changer les choses? Alors, je pense que le spatial, on a quand même un avantage qui est le rêve. Il y a des gens qui aiment cet environnement. Notamment, on a parlé des missions astronautes. C'est vraiment un peu à la marge en termes de poids économique, hein, surtout le sujet spatial. Mais ça peut pouvoir déclencher certaines vocations à venir travailler dans notre domaine. Moi, je pense qu'il faut en effet continuer la vulgarisation, ce que vous faites avec les podcasts. C'est aussi pour ça que je suis là, expliquer qu'il y a des métiers cool, quoi. C'est intéressant et qu'il faut venir. Mais j'ai pas de solution miracle là-dessus. Ça serait mieux si Thomas il venait aussi au micro. Hein. Je pense que ça ferait, ça résolverait le problème. Thomas, si tu nous écoutes, n'hésite pas. Tu es le bienvenu. Mais blague à part, on peut en vouloir aussi à beaucoup de politiques et de personnalités qui vont se balader sur les plateaux télé pour décrire un peu ce tableau très pessimiste, anti-science et tout ce qu'on veut. Ça, c'est bon. Voilà, c'est un petit peu ça qu'on essaye de compenser aussi avec Planète Ingénieur. Justement, avec tes yeux d'ingénieur, comment tu vois, comment tu imagines le futur, justement, de notre planète dans 20, 30 ans, 40 ans? Alors, on va essayer d'être optimiste. Mm. J'aimerais l'imaginer. Je reviens sur ce concept de frugalité, quelque chose d'assez intéressant dans le spatial. Malgré toutes les choses dont on vient de discuter, on ne fait que ce qui est nécessaire. On ne fait que le juste nécessaire. Puisqu'en fait, tu peux pas te permettre de rajouter des fioritures, entre guillemets. Et j'ose espérer, je sais pas, c'est complètement une utopie, hein, que dans 30 ou 40 ans, on arrivera sur une société ou une planète où on ne fait que le juste nécessaire. C'est-à-dire où on se pose vraiment la question de est-ce que c'est utile, est-ce que ça a un impact, est-ce que ça améliore la vie des gens, euh, et qu'on ait une société qui soit évidemment agréable à vivre, avec des services intéressants, mais qui ne soit pas, je sais pas comment dire ça, des choses complètement superficielles en fait, qui apportent rien au monde. Alors je dis pas que le spatial est parfait, hein, c'est pas du tout le sujet, mais j'aimerais une société qui prend en compte cet état d'esprit de frugalité économique, matériaux, technique, pour pouvoir faire des innovations utiles. Super. Qu'est-ce qui te rend le plus fier de ce que tu as accompli jusqu'à présent? Euh... Waouh, je préférais les questions techniques. Qu'est-ce qui me rend le plus fier de ce que j'ai accompli? Ben, le fait de pouvoir voir le secteur dans lequel j'évolue complètement évoluer. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, c'était en 2012. Ça n'a plus rien à voir avec aujourd'hui en 2024. Et ça veut dire que tout est plastique, tu vois, dans la vie, que tout est modulable, les choses évoluent. Moi, je trouve que ça évolue plutôt dans le bon sens.
avec les bémols donc sur l'impact environnemental dont on vient juste de parler. Et de pouvoir être capable de participer à ça à une toute petite mesure, hein, bien évidemment, c'est quelque chose dans lequel je suis très fière. Super. Puis tu as donné des ordres à Thomas Pesquet en plus. Non, 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 je lui ai dit, Moi aussi, excuse-moi attends, s'il te vas-y. plaît de te demander pardon, est-ce que tu pourrais s'il te plaît Non, appuyer sur non. le bouton? On a les enregistrements. Active-toi. Non, la boîte de pétri, pas dans ce sens-là. Qu'est-ce que tu fous? Si tu devais, si tu devais, le monde s'écroule malheureusement. Voilà. Mais tu dois sauver un livre. Lequel tu sauves? Tu peux sauver un livre et hop, l'envoyer dans l'espace. Ce serait lequel? Alors, alors je vais être très pessimiste. Est-ce que... Alors, attends, j'en ai plein des livres. Non, je vais être optimiste. Je vais sauver Great Gatsby. Alors, me demande pas Ok, pourquoi, je l'ai lu 142 fois. J'ai d'accord. absolument aucune explication sur mon attachement à ce livre. C'est pas du spatial, c'est pas de la tech. Il y a absolument pas de grande leçon moraliste derrière ce livre, mais je l'adore. Redis le nom? The Great Gatsby, le Gatsby le Magnifique, Ah, ok, ok, de ok. Fitzgerald. Ok, bah écoute, c'est ton livre coup de cœur, c'est très bien. Je suis content que ce soit pas un livre technique, hein, parce que souvent on a le manuel de l'aérospatial, des trucs. Voilà. Si tu pouvais partir en déplacement professionnel très longue durée, aller dans l'espace pendant 30 jours, tu partirais avec qui? Je partirai avec mon mari et ma fille, quand même. Oui, d'accord. Mais vrai, t'as la possibilité de choisir qui tu veux. Je choisis qui je veux et je pars dans Bon, alors l'espace. moins long, 6 heures en train, et tu peux poser plein de questions à la personne. Du coup, tu as le choix. Alors, Là, vraiment, voilà. vraiment, là j'ai le choix, quoi. Mm. Je partirai quand même avec un astronaute. On change pas un ou une astronaute. Je partirai avec une astronaute. Mais oui, Je partirai avec Sunita Williams. d'accord. J'adore Sunita Williams. En fait, c'est la première astronaute féminine avec laquelle j'ai travaillé il y a pas mal d'années et je l'ai trouvée merveilleuse. Elle m'a vraiment impressionnée, une dame d'une humilité incroyable. Je partirai avec Sunita Williams, je lui poserai plein de questions. Qu'est-ce qu'ils ont de plus, les astronautes, eux, ou masculins, féminins, peu importe? Qu'est-ce qu'ils ont de plus? Est-ce qu'il y a vraiment un effet waouh quand on. Est-ce qu'ils ont c'est le carré? Est-ce que c'est la lucidité? Est-ce que c'est le détachement? Est-ce que c'est quand même. Faut quand même être un peu perché, non, dans l'espace. Euh, Alors, c'est marrant que tu dis ça parce que les trois quarts sont militaires de carrière, genre pilote ok. d'avion de chasse, pilote d'hélicoptère, donc c'est pas trop des personnalités perchées, hein. Non, mais quand je dis ça, j'éclaircis mon propos. Euh, on sent qu'ils ont quand même un grand détachement par rapport à l'humanité en général, tu vois, par rapport au quotidien, par rapport à des choses terre à terre, tu vois. C'est Tu vois, moi, je le lis pas du tout pareil, ok. parce que j'ai l'impression que les gens, alors j'en ai côtoyé quand même un peu, pas mal de plein de nationalités différentes, ils ont tous cette volonté, qui est très similaire encore une fois à l'armée, hein, de mettre leur vie au service d'eux, tu vois. Ok. Et ça, c'est vraiment un trait de personnalité que j'ai trouvé assez marquant sur tous les astronautes que j'ai côtoyés, qui est qu'ils sont pas là pour l'individualisme, même si bien évidemment il y en a qui veulent Mm. les choses être plus mises en avant, etc. Mais quand tu dédies ta vie, et leur vie elle est pas rigolote hein, quand ils Mais sont non, en non, 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 mission, c'est c'est ouais, pas bien sûr. marrant. Tu te dis en fait moi je suis pour le bien commun, pour le. Ils sont tous animés de ce truc de je vais avoir un impact pour l'humanité, pour faire les choses bien. Bah, c'est ça Et le petit ça, c'est plus alors. vraiment, Ouais. ouais, je pense que c'est vraiment C'est ça le petit plus. Et je m'excuse, hein, j'ai peut-être posé la question un peu de la mauvaise manière. J'ai fait étalage de mon ignorance, mais la prochaine fois que j'en verrai un, ça me permettra de me faire ma propre opinion. Eh ben, écoute, Lucie, on arrive au terme de l'émission. Merci beaucoup, en tout cas, de ta participation. Je refais mon petit message promo. Abonnez-vous surtout. Faites connaître l'émission autour de vous. Vous pouvez aussi la soutenir hein, pour qu'on continue d'exister. Les liens sont dans le descriptif YouTube ou dans le descriptif de l'épisode. Lucie, c'est ta minute promo. Tu conclus cet épisode en disant, en passant le message que tu souhaites. Eh ben, merci. Donc, un message très simple. Venez dans les carrières scientifiques, particulières, les femmes. Venez travailler avec nous.
Il nous faut absolument de la diversité de profils, de la diversité intellectuelle, diversité de parcours, même si vous avez fait histoire de l'art, si vous avez fait de l'économie ou quoi que ce soit, si le secteur spécial vous intéresse, venez parce que l'interdisciplinarité permet de faire de l'innovation. Donc voilà mon message. Bon, ben, on remettra le lien de Space for Women. Et puis, on vous renvoie aussi vers l'épisode de Anna Annonay. Merci beaucoup, Lucie. Merci de t'être rejoint et d'être passé au micro de Planète Ingé. Voilà, c'est la fin de cette interview passionnante. Si vous avez aimé, surtout partagez l'émission autour de vous, cliquez sur le petit pouce, abonnez-vous. Et en attendant une nouvelle aventure lundi prochain, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter, newsletter.planeteinger.fr pour ne rien rater de l'aventure du podcast. À la semaine prochaine.